Karim, pour ce discours. Alors moi, je ne vais pas faire un discours idéologique ou doctrinal, je vais plutôt essayer de faire un témoignage sur la nécessité de l'engagement militant. Et partir de mon exemple personnel, non pour me mettre en valeur, mais pour vous livrer, j'allais dire de manière un petit peu, non pas paternaliste, mais de manière amicale, l'âge d'un grand frère, quelques jalons, quelques idées sur ce que doit être un véritable engagement militant. Un engagement militant d'ailleurs, qui est la même chose qu'un engagement de vie. Je me suis engagé, moi, dans le militantisme patriotique dans le milieu des années 80, à l'époque par anticommunisme. Parce que lorsqu'on était un jeune patriote, dans ces années-là, l'ennemi prioritaire, c'était le communisme. Donc j'ai, probablement comme vous, écouté Jean-Pax Méfray, fait mes pompes sur Dien Bien Phu, enfin, rêvé sur un certain nombre de mythologies de l'époque. Et il faut savoir qu'à l'époque aussi, c'était s'affirmer comme patriote dans le lycée ou les universités, c'était un acte de courage quotidien. Moi, j'ai toujours été à l'école publique, et par conséquent, être de droite ou patriote à l'école publique, c'était s'exposer physiquement. C'est-à-dire que j'ai pas eu tellement le choix. J'ai été un peu propulsé dans l'engagement militant, presque malgré moi, en partant de positions, j'allais dire, de droite modérée, pour adhérer à des positions, j'allais dire, authentiquement patriotiques. Et c'est dès cette époque-là j'ai découvert que les gens qui étaient antisocialistes ou anticommunistes, voire chez les représentants de la droite libérale, l'étaient pour la plupart du temps pour défendre leurs privilèges ou pour défendre leur portefeuille. Et d'ailleurs, ces gens-là n'étaient pas les plus courageux. Et moi, ce que j'ai découvert avant tout dans le militantisme patriotique, c'était le courage. Ça, c'est une vertu qui me semble tout à fait essentielle. Aujourd'hui, comme hier d'ailleurs, aujourd'hui les temps ont un petit peu changé, et je reviendrai là-dessus, mais c'était une vertu essentielle parce que pour survivre, pour pouvoir même tracter dans une faculté, là on était obligé parfois de se défendre physiquement. Physiquement pour affirmer simplement ses idées, pour dénoncer l'idéologie communiste. Mais ce que je retire de cette expérience, outre le courage et la solidarité aussi qui est née de cette expérience, parce qu'effectivement, lorsque vous avez des camarades de combat qui se font agresser ou qui vous portent secours, eh bien ça renforce cette amitié, et ça renforce aussi vos convictions. Et c'est aussi l'ordre de vérité entre les grandes gueules, entre les donneurs de leçons, et puis ceux qui véritablement sont là parce que ce sont des patriotes et qui ont l'amour de leur pays chevillé au corps. Alors, l'expérience aussi que j'ai de cette époque, c'est que cette idéologie qu'on combattait, le communisme, en dépit des complicités dont il pouvait bénéficier à l'Ouest, ce qui était quand même absolument ahurissant de voir dans certaines universités, je me souviens d'une manifestation qu'on avait fait contre Boudarel. Boudarel, c'était un communiste français, un tortionnaire qui avait torturé des soldats français pendant la guerre d'Indochine. Il était passé du camp Viet Minh et qui enseignait correctement à l'université. On a fait une manifestation, je me souviens, devant la fac de Jussieu. Mais ces gens-là étaient défendus par des socialistes et par des communistes. Des gens qui avaient délibérément trahi la France et torturé des compatriotes. Donc il faut prendre conscience quand même de ce scandale. De ce scandale alors qu'il y avait des goulags en Sibérie, des jeunes Français qui soutenaient le communisme ouvertement. Mais cette idéologie, elle s'est effondrée. Et ça, c'est quand même un signe d'espérance que je garde toujours en mémoire, parce que cette espèce de machine de guerre, qui semblait totalement indestructible, qui était l'idéologie communiste, elle s'est effondrée de manière assez inattendue. Lorsqu'on militait dans ces années-là, on ne pouvait pas anticiper la chute du mur de Berlin, on ne pouvait pas anticiper que ce bloc communiste, force du pacte de Varsovie et la chanson 6 millions d'hommes tenus kaki, allait s'effondrer en quelques mois de manière totalement inattendue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'histoire, il y a quand même quelque chose qui n'appartient pas au domaine, j'allais dire, du rationnel, mais au domaine de l'inattendu. Il y a dans l'histoire des forces totalement imprévisibles qui font que, eh bien, il y a des murs qui tombent du jour au lendemain. C'était Bruno Gollnisch qui a raconté cette histoire. Un jour, il était parti le matin de la chute du mur de Berlin. Il était allé à Berlin. Il avait, je crois, dans le cadre de son mandat de député européen, il devait aller à Berlin. Et il revient le soir, il appelle sa femme à l'aéroport, chérie, je vais arriver dans quelques temps, mais t'es sûr que t'es allé à Berlin? Parce que, qu'est-ce qui se passait? Le mur, il était tombé entre-temps. C'est-à-dire que le matin de la chute du mur, rien ne laissait prévoir que le soir même, tout allait s'effondrer. C'est dire si l'histoire comporte des éléments inattendus. Alors, il y a aujourd'hui d'autres défis. L'ennemi, c'est plus le communisme. Il y a eu, à la suite de cet effondrement d'ailleurs, l'émergence de ce qu'on appelle l'hyperpuissance américaine, l'émergence du mondialisme, c'est-à-dire une velléité
sans sombrer dans le conspirationnisme, mais un certain nombre de personnes et de multinationales de gouverner le monde et d'imposer en quelque sorte un gouvernement mondial. Quand on lit par exemple les écritures de Zbigniew Brzezinski, qui était l'ancien conseiller Carter et qui un des représentants du Council for Foreign Relations, ce sont des gens ultra puissants qui appréhendent le monde comme un grand échiquier, qui décide de téléguider des guerres ici ou là, et le chaos auquel on assiste aujourd'hui en Irak et en Syrie, avec toutes les conséquences dramatiques. Ce chaos, il avait commencé en 2003, avec la deuxième guerre du Golfe, mais même avec la première guerre du Golfe en 1991, lorsque les Américains ont souhaité mettre la main sur les puits de pétrole en déstabilisant l'Irak. Donc le chaos, il existait déjà à cette époque-là. J'allais dire que les conséquences que nous subissons actuellement, elles étaient déjà en germe à cette époque-là. Et nous avions, nous, patriotes, la lucidité déjà de dénoncer cette guerre et ses impostures avec ces manipulations. Il y avait l'histoire de photos, la Moko Cadiz, qui était censée être révélée, une catastrophe écologique imputée à Saddam Hussein. Enfin, la désinformation existait déjà à l'époque, et les seuls à l'époque à dénoncer cette désinformation, eh bien, c'était les patriotes français. Et nous avons eu peut-être qu'un tort, c'est d'avoir eu raison trop tôt. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, nous vivons véritablement à une époque charnière. Ce n'est pas simplement une menace d'occupation territoriale que nous risquons d'endurer, à l'image de celle que la France a vécue dramatiquement il y a 70 ans. C'est véritablement, sans faire d'alarmisme, mais la fin possible, en tout cas, d'une civilisation. C'est-à-dire que ce bien, cette civilisation française et européenne, qui est ce bien commun à tous, eh bien, aujourd'hui, elle peut, dans quelques décennies, peut-être disparaître à jamais, car, comme disait Paul Valéry, les civilisations sont mortelles. Il n'est pas écrit que c'est cette civilisation européenne qui, notre bien commun, eh bien, survive dans les années, les décennies à venir. Et nous assistons aujourd'hui véritablement à une convergence de catastrophes, par à la fois une invasion migratoire dont on a parlé tout à l'heure, et qui est conjuguée à un véritable déclin, une véritable décadence intérieure, une décadence des mœurs, qui est peut-être à rapprocher de celle de l'Empire romain, qui était elle-même confrontée à des invasions barbares, d'ailleurs un certain nombre de points similaires. La décadence de l'élite, on faisait plus d'enfants à cette époque-là, il y avait une hyper-fiscalité, enfin, il y a un certain nombre de syndromes qu'on pouvait déjà rencontrer à l'époque de l'Empire romain. Eh bien, cet empire, il est mort. Alors, il a donné lieu à autre chose, à la civilisation crétaine, de la même façon que l'Empire romain d'Orient, que Constantinople est tombé. Donc, ces choses-là, eh bien, ne sont pas des données ancrées dans le marbre qui seraient définitivement établies et par conséquent, nous vivons aujourd'hui à un tournant de l'histoire. Et ça, c'est quand même quelque chose à laquelle vous êtes confrontés, qui est difficile pour les nouvelles générations que vous représentez, dont vous êtes l'élite. Et c'est là aussi qu'il faut, dans ce monde qui est blessé, au cœur, dans ce chaos non seulement migratoire, mais ce chaos, j'allais dire, intellectuel. Nous vivons dans une époque où il y a à la fois une explosion de l'information grâce à Internet, avec toutes ces possibilités qu'elle est donnée sur le plan militant. À l'époque, en milité, il fallait coller, pour faire une manif de 1000 personnes, il fallait coller 10 000 affiches, il fallait faire du routage avec des timbres, enfin c'était fastidieux. Aujourd'hui, il suffit de créer un événement sur Facebook et on peut mobiliser plus rapidement. Donc il y a des choses qui sont très très bonnes et qui sont offertes. Et en même temps, je ne le dis pas de manière moralisatrice, mais chez les jeunes, il y a aussi beaucoup de dilettantisme. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait un plus grand respect de l'autorité, il n'y avait pas cette facilité qui est offerte par la technologie, par Internet, par les ordinateurs, par tout ça. Et par conséquent, c'est vrai que la technologie, c'est un outil important de propagande, un outil pour nous développer, mais c'est aussi un instrument vis-à-vis duquel il faut être capable de prendre une distance de façon à ne pas être son esclave et à ne pas oublier que, eh bien, la popularité d'un mouvement, sa force ne se mesure pas simplement au nombre de likes sur Facebook ou sur Twitter, mais sur sa capacité, aujourd'hui plus que jamais, eh bien, à être une force fondée autour de valeurs qui nous semblent essentielles en politique, qui sont celles de l'amitié. C'est Aristote qui disait que le fondement de la cité, c'était l'amitié. Eh bien, je crois que la politique, au sens où nous l'entendons, nous sommes un petit parti à côté du Front National, ça n'est pas l'ambition, ça n'est pas la concurrence pour prendre la meilleure place à des élections, aussi importantes soient-elles, ça doit avant tout
reposer sur des convictions et une amitié très forte et indéfectible, parce que c'est à partir de là qu'on pourra rayonner, à partir de là que l'on pourra s'enraciner à terme, loin de tous les effets d'annonce, loin de tous les enthousiasmes qui peuvent naître à la suite d'une soirée électorale. Mais nous savons aussi qu'à la suite d'une soirée électorale ou d'un succès médiatique de courte durée, peut succéder aussi un énorme désenchantement. Et ça, c'est aussi un petit conseil que j'aimerais vous donner, c'est que la politique, il faut le faire avec beaucoup de conviction et détermination, quitte à donner sa vie, mais aussi avec un certain détachement. Et ce détachement, c'est pas de l'indifférence ou du dilettantisme. Ce détachement, c'est aussi une façon, j'aime pas ce mot, de se protéger, mais d'encaisser les désillusions totalement, j'allais dire, logiques en politique que vous rencontrerez. Vous serez déçus par des personnes, vous serez déçus par ces comportements. Et le risque à ce moment-là, eh bien, c'est tout envoyer balader. Il y a des gens qui ont tellement donné qu'un jour, ils finissent par tout abandonner et devenir cyniques, ou alors on va rentrer chez soi, on va se regarder un petit film, finalement on se protège. Eh bien, je crois qu'il faut cette espèce de détachement vis-à-vis d'un activisme mal placé et qui aboutirait à une dépense d'énergie stérile et sans lendemain. Alors, il y a quand même des signes d'espérance, parce que Karim Ouchik a parlé tout à l'heure des événements d'il y a 2 ans, de la Manif pour tous, et je peux vous dire que je connais des personnes qui étaient au tout début de cette initiative. On n'aurait pas pu prévoir qu'il y aurait 1 million de personnes à plusieurs reprises dans la rue. Lorsque la première manifestation était organisée en novembre, on pensait qu'il y aurait 25 000 personnes. Et il y a eu 1 million de personnes qui se sont déplacées à plusieurs reprises. Donc il y a quelque chose qui a émergé, il y a une jeunesse qui s'est engagée à ce moment-là, qui a découvert le goût, le sens de l'engagement. Il y a eu des actions de proximité qui ont permis à la jeunesse patriote, toutes tendances confondues, eh bien, de se connaître, de se parler par-delà les différences. Et donc il y a des choses très très belles qui se sont faites et qui étaient totalement imprévisibles. Alors ça serait bien aussi que ce million de personnes qui descendent dans la rue, contre le mariage pour tous, ils soient aussi capables de descendre dans la rue contre l'immigration massive, contre les délocalisations, contre la finance apatride et contre le traité transatlantique. Et c'est à nous aussi, j'allais dire de manière un peu présomptueuse, mais à vous, à nous qui sommes l'élite militante, l'avant-garde militante, aussi d'expliquer à tous ces gens-là qu'il ne suffit pas de crier dictature, socialiste, Hollande, démission, parce que nous savons très bien qu'on remplacera Hollande par Juppé ou Sarkozy, on aura le même désastre. On parlait des libertés tout à l'heure. Moi, je suis avocat comme Karim, et je suis avocat souvent en première ligne pour défendre les libertés, la liberté d'expression. Et je peux vous dire, et mon camarade Triomphe aussi, qui défend les militants patriotes, que sous Sarkozy, la répression politique idéologique, elle était la même. Elle était exactement la même. Et moi, j'ai assisté à une manifestation où il y a un jeune patriote qui s'appelait Sébastien Desieux et qui est mort sous un gouvernement de droite. Donc, j'allais dire que c'est pas un problème de droite ou de gauche, c'est vraiment la racine du mal qu'il faut s'attaquer. La racine du mal, c'est cette idéologie libérale libertaire, c'est-à-dire cette collusion entre les forces de la puissance de l'argent, la puissance apatride, parce que la finance, elle est forcément apatride, et les forces du nihilisme libertaire. Vous savez, ce sont ces vieux 68ards, totalement désabusés à l'image de M. Julien Drey qui collectionne les Rolex, qui a le ventre ventripotent et qui ne croit plus absolument en rien. Et nous avons un avantage, et ça n'est pas l'idéalisme de le dire, c'est que nous avons, et il faut que nous ayons la foi. Une foi parce que Karim Ouchik a parlé tout à l'heure de Charles Péguy, et je crois que, comme le disait Charles Péguy, chez nous, en France, eh bien, la politique va toujours de pair avec la mystique. On ne peut pas croire à un relèvement français si on ne croit pas non plus que la France a une vocation éternelle, une vocation de fille aînée de l'Église, mais une vocation particulière à jouer dans le monde. Et que ça n'est pas possible que toute cette histoire comme ça puisse s'abandonner du jour au lendemain. Et c'est la raison pour laquelle vous, la jeunesse, vous avez une responsabilité énorme. Et vous devez aussi avoir l'espérance. Parce que Péguy en parle de cette petite flamme espérance, et je cite souvent cet exemple qui peut faire sourire, mais quand même Jeanne d'Arc, c'est pas le Seigneur des Anneaux. C'est pas la mythologie, Jeanne d'Arc, c'est dans l'histoire de France. Hein, je suis avocat, il y a eu des actes du procès de Jeanne d'Arc où on voit que c'est une réalité historique qu'une petite femme de 17 ans a débarqué au Royaume de France alors que la France était envahie, la France était occupée, que l'élite politique ne jouait plus son rôle, que le roi avait abandonné sa mission divine et qui a réveillé notre pays. Ça, c'est quand même une réalité historique qui a fait que tout un peuple, eh bien, s'est réveillé. Et dans l'histoire de notre pays, des exemples comme ça, comme dans l'histoire de l'Europe, il y en a eu. Mais il faut vraiment y croire, il faut vraiment avoir la foi, et aussi, je terminerai peut-être par là, par le caractère exemplaire que nous devons avoir. Je crois intimement à la valeur de l'exemple.
nous devons vraiment rayonner. Hein, il y a un proverbe chinois, et c'est la seule concession que je ferai peut-être à l'étranger, mais qui dit que dans les ténèbres, il vaut mieux allumer une bougie que maudire l'obscurité. Je crois que le mal, il suffit d'allumer tous les jours la télévision pour le voir, pour assister à un florilège d'horribles nouvelles. Mais nous devons aussi apporter cette espérance. Et c'est Bernanos qui disait qu'un jour, dans un monde marqué par la désespérance, eh bien, prêcher l'espérance reviendra tout juste à allumer une étincelle dans un baril de poudre. Eh bien, soyons justement cette petite étincelle dans un monde qui ne croit plus en rien, parce que je crois véritablement qu'en face, ils n'ont rien à protéger. Lorsque vous regardez l'université du Parti Socialiste, il parle de quoi? De lutter contre le Front National. Lorsque vous regardez l'UMP, enfin les Républicains, pardonnez-moi, qu'ont-ils à proposer? Enfin, où est la cohérence idéologique entre Nadine Morano et Nathalie Kosciusko-Morizet? On voit bien qu'on a affaire à un néant idéologique. Et nous avons des racines, nous avons une structure, nous avons un corpus idéologique, nous savons où aller, parce que nous savons d'où nous venons. Et le combat, finalement, c'est un combat éternel, pas simplement entre la droite et la gauche, entre les patriotes et les mondialistes, mais entre les forces de la réalité. C'est ça, c'est le combat du réel contre les forces de l'idéologie qui veut nous faire prendre des vessies pour des lanternes et totalement déstructurer tous les éléments fondamentaux de la nature humaine. Eh bien, le principe de réalité, il l'emportera toujours, finalement. C'est la raison pour laquelle, eh bien, il faut garder cette espérance. Et je citerai, pour finir Solzhenitsyn, je cite souvent cette phrase, mais elle me semble totalement essentielle. Celui qui résiste ne tombe jamais, il n'y a que le fuyard qui tombe. Alors mes chers amis, engagez-vous pour votre pays et rejoignez le ciel. Je vous remercie.